C'est-à-dire vous allez gérer maintenant les serveurs. Alors, on peut déjà commencer? Voilà. Première des choses, nous devons mettre en place notre réseau local qui a été déjà mis en place. On n'est pas ici pour essayer un peu d'expliquer c'est quoi LAN et tout qu'on sort. Oui, nous allons directement passer à l'installation de notre serveur de messagerie. C'est bon? Oui. Voilà. Première des choses, je dois chercher le dossier auquel je retrouve mon application. Donc, je dois aller dans le dossier en question. Je cherche le dossier du OpenFire, serveur, client. Dès que je double-clique sur le dossier, bon, il est sous format chiffré. Je dois le déchiffrer pour la sécurité de mes données. Je double-clique sur les setup. Oui. Dès que je double-clique, je vais attendre qu'il puisse extraire tous les fichiers, c'est-à-dire décompresser tous les fichiers qui ont été compressés, avec quelques minutes là de patience. Vous remarquerez que... Ça veut dire quoi, le temps que... Voilà. En fait, le setup, c'est un petit programme qui donne la possibilité d'installer un logiciel ou bien une application. Donc, tous ces processus-là, lors de l'installation, on dit souvent setup ou bien un programme exe et tout comme ça. Le fichier a Voilà. fini de... Voilà. Dès qu'il se lance, l'OpenFile va se lancer. Il va donner la possibilité de préparer la procédure d'installation. Et l'installation de OpenFile ne traîne pas beaucoup, mais vous devez savoir, lors de l'installation de chaque logiciel, en tant qu'informaticien ou bien ingénieur, vous devez être en mesure d'être un peu patient, puisque l'installation, c'est une procédure. Vous devez patienter, prendre un peu du café chez vous, bien prendre un petit coca, le temps d'installer les systèmes. Donc, parce que ça va prendre 2 ou 3 minutes d'installation, vous devez être censé là apprendre quelque chose. Voilà. Dès que première interface, ça nous demande la langue, c'est-à-dire le choix de la langue de votre choix. C'est le français, nous laissons. Deuxième interface nous demande de poursuivre. Bienvenue, suivant. Nous cliquons sur suivant. Nous acceptons les termes des contrats de licence, chose qu'il faut lire de temps en temps. Nous n'avons pas l'habitude. Il faut lire en tant qu'installeur, vous devez faire quoi lire? C'est beaucoup, ça. Voilà. Suivant, on choisit l'emplacement de notre serveur. Oui. On clique sur suivant. Et aussi, nous cliquons encore sur suivant ici. Nous allons patienter un tout petit peu. Vous devez savoir qu'aussi, là, j'illustre un truc. Hein. Les serveurs de messagerie sont tellement aussi importants à nos jours aussi. Pourquoi? Nous sommes connectés tout le temps sur Internet pour rester dans les réseaux sociaux là, communément, que nous appelons WhatsApp, Messenger et tout comme ça. Mais dans une entreprise aussi, c'est toute une famille. Oui. Donc, votre serveur de messagerie doit être en local pour vous permettre d'être toujours en communication permanente et échanger les fichiers. En dehors de tout ça, ce serveur-là peut vous permettre, comme c'est un serveur de messagerie instantanée avec le protocole XPPM, il a la possibilité d'avoir plusieurs logiciels clients. Donc vous avez la possibilité autour de ces mêmes serveurs d'utiliser plusieurs clients. Logiciel client, Voilà. C'est quoi le rôle? Donc, quand je vous ai dit au niveau de l'architecture client-serveur, c'est-à-dire vous avez d'une part un serveur, vous avez d'autre part les clients. Les clients, là, ce sont des applications qui vont te permettre à se connecter, à utiliser, ou soit à bénéficier de ces services-là. Par exemple, votre WhatsApp qui est dans le téléphone, c'est un logiciel client que vous utilisez. Mais le serveur est quelque part que vous vous connectez. Voilà. Installation terminée. Dès que l'installation est terminée, on doit passer maintenant par la configuration. La configuration de OpenFile, c'est fait à partir d'une interface web. C'est-à-dire que vous devez chercher votre navigateur web pour faire la configuration. Comme Opera Mini. Comme Opera Mini, comme Google Chrome et tous les autres pour ne pas citer les autres. Voilà. Donc, nous cliquons sur terminer et lui-même, il va choisir votre navigateur par défaut qui va vous permettre d'ouvrir. Et logiquement, nous allons patienter un tout petit peu. Dès qu'il ouvre, nous passons à la configuration avec 5 bonnes étapes et nous allons finir l'installation et nous pouvons maintenant commencer son exploitation. Avant que le temps que le navigateur web ne s'ouvre, il nous arrive parfois de nous connecter sur Internet. Oui, Vous êtes sur Google, faites une recherche qui va vous rediriger sur une autre page Internet et puis
d'emblée, on vous dit erreur de serveur. Donc, c'est-à-dire que soit le serveur que vous avez contacté a eu un problème. Voilà, ça veut dire, lorsqu'on parle normalement de ces serveurs-là, quand on dit le serveur a un problème, ça veut dire qu'il y a une indisponibilité de ces services-là. Peut-être le service des pages web-là n'est plus fonctionnel. Donc, vous devez soit vous référer à cette entreprise-là ou bien à ce site-là. Peut-être il y a un problème ou bien il y a un problème de maintenance qu'ils doivent résoudre. Donc, Google, en tant que moteur de recherche, il te renvoie à un autre serveur pour bénéficier de ces services. Donc, les serveurs aussi, entre eux, peuvent se communiquer. Il n'y a pas seulement que le client et le serveur. Mais un client s'attaque à un serveur. C'est bon. Ouais. Et les serveurs communiquent à un autre serveur pour vous bénéficier. Je prends un exemple. Moi, j'ai un compte Gmail. Vous avez un compte Yahoo. Nous ne sommes pas dans le même serveur. S'il y a un serveur Yahoo, il y a un serveur aussi Gmail. Moi, je t'envoie les messages. C'est mon serveur Gmail qui doit recevoir les messages et faire une transition de ces mails-là vers votre serveur Yahoo. Okay. Je me suis fait comprendre. Oui. De la même manière là que nous allons faire. Rapidement, il y a l'interface disponible. Nous allons choisir aussi la langue ici. Choisissons du français, oui. Nous cliquons sur continuer. Après avoir cliqué sur continuer, nous devons patienter encore un tout petit peu. Comme j'avais dit, il faut prendre un peu de café pour essayer un peu de vous détendre. Apparemment, en informatique, il faut être patient. Voilà. En informatique, il faut être patient. Surtout lorsque vous êtes dans les réseaux. Il faut être vraiment patient. Voilà. Voilà. Deuxième paramètre, il nous demande quelques paramètres concernant les serveurs. Première chose, on nous demande les domaines. En fait, les domaines, lorsque nous sommes dans l'architecture que nous appelons client-serveur, pour que les équipements se communiquent, hein, pour que vous puissiez bénéficier de tous ces services-là, vous devez être dans un même domaine qui est différent de l'architecture peer-to-peer. Lorsque vous êtes dans l'architecture peer-to-peer, vous devez être dans le même groupe de travail, afin que vous partagez, vous échangez les fichiers et tout comme ça. Maintenant, lorsqu'on demande les domaines, je dois avoir un domaine exploité. S'il n'y en a pas, je dois fixer une adresse IP concernant les serveurs auxquels je suis en train d'utiliser. Mais nous avons un domaine qui est ici déjà bien mis en place. Maintenant, parlons d'abord allons par des exemples très concrets pour que les gens puissent bien comprendre. Domaine, ça veut dire quoi? Même quand on fait par exemple une recherche sur Internet, quand il faut parler de domaine, c'est quelle partie d'un site ou d'une page que l'on cherche? Donc, quand on illustre normalement un domaine, on fait allusion à un nom qui est lié à une organisation. Exemple, par exemple, si tu dis facebook.com, c'est le domaine de Facebook. Donc, Facebook est reconnu par ces domaines-là. gmail.com, google.com, youtube.com, c'est-à-dire vous vous connectez dans les domaines de YouTube. Et derrière ces noms-là, il y a une adresse que nous appelons l'adresse IP. Hein? Nous ne sommes pas aujourd'hui pour essayer d'expliquer tout ça. Donc, voilà. Autour de cette adresse IP-là, c'est l'adresse IP qui est un protocole qui nous donne la possibilité de parler, d'échanger dans un réseau, soit Internet ou en local. Mais pour ne pas retenir les adresses IP là en tête à tout moment, on fait cette résolution-là des domaines d'une adresse IP à un nom. C'est bon? Oui. Maintenant, comme on a déjà ça, notre domaine a un nom, nous allons dire c'est consulting.org. Nous les mettons ici, on confirme de l'autre côté, consulting.org. C'est bon? Oui. Et nous cliquons sur continuer. Voilà. Troisième étape, on nous dit par paramètre de base de données. C'est-à-dire un serveur, comme il est là, comme vous discutez avec WhatsApp et tout comme ça, il y a l'historisation de vos données. Oui. Même si vous vous déconnectez, quand vous revenez, il y a l'historisation. Cette historisation se fait grâce aux bases de données qui sont hébergées dans ces serveurs, là ou soit dans votre serveur. Comme OpenFire aussi a une base de données à lui qui va gérer tous les messages, les discussions, il va historiser vos conversations. C'est bon? Oui. Nous allons choisir sa base de données par défaut, on dit embarquer. Mais vous avez la possibilité de choisir une autre base de données externe. Mais nous ne sommes pas là pour détailler ces histoires-là, c'est bon? Nous faisons une configuration simple. Nous cliquons sur continuer. Voilà. Et ensuite, on nous demande le mode de création des utilisateurs. Comment est-ce que vous allez procéder pour créer des utilisateurs? Nous allons choisir la première option qui est par défaut, qui nous laisse l'option de créer des utilisateurs à partir de OpenFire, qui est notre serveur. C'est bon? Oui. Nous laissons par défaut, nous cliquons sur continuer. Et à notre dernière étape,
on nous demande le mot de passe de cette interface de configuration. Il faut une sécurité, puisque les serveurs, c'est un endroit qui doit être trop sécurisé. Vous devez être en mesure de mettre un mot de passe qui respecte la nomenclature. C'est-à-dire, il doit respecter les normes des mots de passe conviviables. Vous remarquez quand, par exemple, vous créez un compte soit sur Gmail, on vous dit 8 caractères, ou bien ça doit contenir les minuscules et les majuscules. Donc c'est cette logique, parfois aussi des chiffres. Donc c'est cette logique-là qu'il faut tenir compte ici. C'est bon? Oui. Voilà. Nous allons mettre un mot de passe qui sera un peu... Là, je me suis tué pour ne pas... Le mot de passe est secret. Ok. Je mets les mots de passe, je les confirme. Voilà. Dès que je clique sur continuer, il va me dire tout simplement que la configuration a été terminée et je dois passer par l'administration maintenant de ces serveurs. C'est-à-dire ajouter des utilisateurs, supprimer, si j'ai envie de supprimer ces utilisateurs et faire autre chose. C'est bon? Oui. Maintenant, je viens cliquer sur connectez-vous aux consoles. Voilà, il me donne maintenant cette petite interface de connexion qui me donne la possibilité de mettre les noms d'utilisateurs et les mots de passe pour me loguer afin de faciliter l'administration. Maintenant, par défaut, il y a déjà un compte qui est créé. C'est le compte administrateur. Ce sera donc admin. Admin, voilà. Donc, nous mettons admin. Ensuite, nous mettons un mot de passe, qui est le mot de passe que j'ai mis là. Voilà. Okay. Donc, cette page ici peut s'ouvrir sur n'importe quel navigateur, même au niveau de votre téléphone. Vous pouvez faire la configuration. Ça veut dire, c'est pourquoi j'ai dit les serveurs ne sont pas beaucoup plus disposés à être devant une personne. Ils sont mis dans des armoires, dans des racks. Et l'administration peut se faire à distance. C'est bon? Oui. Voilà. Je me connecte. Dès que je me connecte, vous avez directement la possibilité de voir l'interface d'administration de votre serveur des messagers. On doit patienter un tout petit peu, le temps que ça charge. C'est là où vous allez ajouter des utilisateurs, gérer, ça veut dire tous les utilisateurs, voir si les utilisateurs sont en ligne ou pas, et tout consort. Voilà, rapidement, oui. Nous sommes au niveau il y a quelques onglets ici. Nous avons l'onglet serveur, hein, l'onglet utilisateur et groupe. C'est-à-dire que vous pouvez créer des groupes, même des utilisateurs. Je clique ici sur l'utilisateur et groupe. Vous allez voir par défaut, il y a admin. C'est bon? Oui. Maintenant, au niveau de l'onglet session, il y a, sur cet endroit, c'est là où on va voir tous les utilisateurs qui seront connectés pour bénéficier de ces messageries instantanées, les chats, mais sans pour autant passer par l'Internet. Okay. Voilà. On va créer quelques utilisateurs rapidement pour permettre la manipulation. Vous allez dans la partie gauche ici, vous allez là, on a écrit créer, nouvel utilisateur, vous cliquez. On commence par vous, monsieur Ig. Voilà, nous créons Ig. Ensuite, nous mettons un mot de passe générique. On crée. Vous avez la possibilité de créer un utilisateur ou bien continuer à créer des utilisateurs. C'est-à-dire, il y a des boutons qui sont là. Moi, je clique sur créer et créer un autre. Okay. Il me donne la possibilité, il me dit qu'un nouveau utilisateur a été déjà créé avec succès. J'ajoute encore, je dis Pombo. Je confirme le mot de passe. Je crée. Je dis Mianda. Je dis test. Je confirme encore le mot de passe. On peut créer beaucoup d'utilisateurs. Je dis... Vichenski. Les noms me compliquent là. Bon, je dis Shadrach. Je dis Shadrach. Test. Test. Je crée. Je dis Cryoni. Cryoni. Test. Test. Je crée. Et ensuite, je dis la joie. Et j'ai dit test. 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 Voilà. Ça veut dire j'ai créé plusieurs utilisateurs. C'est bon? Oui. Et à partir de là, je sais les voir sur la liste des utilisateurs. C'est-à-dire, par défaut, on avait d'abord admin. C'est-à-dire, on retrouve maintenant plusieurs utilisateurs. Maintenant, pour se loguer avec ces comptes ici, nous allons respecter les protocoles XPPM, qui est un serveur de messagerie, a la même logique que nos services de mail. C'est-à-dire, vous avez d'une part les domaines
de Gmail et d'une part votre identifiant. C'est-à-dire, par exemple, votre nom, igpaka@gmail.com. Mais dans notre cas, comme on a hébergé un serveur local avec notre propre domaine, c'est-à-dire nous allons prendre votre nom qui est l'identifiant et aussi l'arobase consulting.org. Ok. Donc, WhatsApp utilise aussi ces protocoles ici, des messageries, qui est le XPPM, mais il a un peu amélioré en attribuant juste l'identifiant par un numéro de téléphone. Facebook utilise la même logique. Vous pouvez avoir votre compte, pour créer un compte Facebook, on vous dit que vous devez avoir un compte Gmail. Ensuite, vous créez votre identifiant au niveau du Facebook. Donc, Facebook utilise presque tous ces logiciels-là de messagerie instantanée, qui soient sur Internet ou bien en local, utilisent ce protocole. Ok. Maintenant, nous allons maintenant, après avoir créé, les serveurs peuvent rester et on doit maintenant utiliser les logiciels clients. C'est-à-dire tout utilisateur qui doivent se connecter au niveau de notre réseau et ils cherchent à bénéficier de ces services doit avoir maintenant un logiciel client qui répond avec la même logique et le même protocole de ces serveurs de messagerie qui est basé sur le protocole XPPN. Okay. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas marcher. Alors pour aujourd'hui, c'est quel logiciel client qu'on va utiliser? Voilà, pour aujourd'hui, les logiciels clients, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Vous devez faire des recherches, mais nous allons utiliser aujourd'hui un logiciel que nous appelons AstraChat. AstraChat, c'est quoi sa spécialité? AstraChat, c'est vraiment une alternative que le WhatsApp, mais on les fait en local. Mais l'avantage aussi avec AstraChat est que vous allez faire soit en local ou bien aussi sur Internet, chose que WhatsApp ne fait pas. WhatsApp est que sur Internet. Mais lorsque vous voulez manipuler ça au niveau de votre utilisation locale, ça ne va pas marcher.